Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série sur les liens entre les vivants et les défunts, notamment à travers les enjeux liés au cimetière. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de l'anthropologue américain James X. Morris, chercheur affilié au Centre de recherche en sciences humaines et sociales de l'Academia Sinica. Il y a une dizaine d'années, il a commencé à documenter le cimetière public numéro 1 de Xindian dans le Nouveau Taipei, au sud de la capitale, et a participé au mouvement en faveur de sa préservation. Mais face au rouleau compresseur des promoteurs immobiliers qui entretiennent des liens étroits avec les autorités, ce cimetière, qui comportait pourtant des tombes de 3 siècles, a été rasé en 2018. J'ai rencontré James Morris en novembre dernier lors d'une conférence internationale sur la documentation et la recherche sur les cimetières en Asie-Pacifique à Kaohsiung dans le sud de Taïwan. Lors de cet événement, il a fait 2 présentations, l'une sur l'acculturation des pratiques funéraires des immigrés chinois au cimetière Mount Hope de Boston, l'autre sur les perspectives qu'ouvrent les nouvelles technologies telles que le LIDAR pour la documentation des cimetières. Tout d'abord, je lui ai bien sûr demandé pourquoi il s'intéressait aux tombes et aux cimetières à Taïwan. Et il m'a dit que pour lui, c'était assez naturel, puisque dans son enfance, il allait tous les ans au cimetière, dans l'État du Maine, avec sa famille, pour prendre soin des tombes de ses ancêtres. En 2015, alors qu'il était étudiant à l'université Zhengzhou, le professeur d'anthropologie David Blundell l'a présenté à Oliver Streiter, l'un des fondateurs du projet Takbong, lire les tombes en taïwanais, dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Le lendemain, nous sommes allés au cimetière numéro 1 de Xindian. Oliver m'a expliqué ce qui faisait de ces tombes un patrimoine culturel et historique unique. Comme je suis toujours curieux d'en savoir plus sur l'endroit où j'habite, notamment quels sont les gens qui vivaient là avant, cela m'a beaucoup intéressé. Puis j'ai appris que ce cimetière allait disparaître. Comme j'ai l'habitude d'observer et de documenter, je me suis dit qu'il y avait là une histoire à raconter. Si personne d'autre ne le faisait, j'allais m'y atteler. Je suis ensuite retourné de nombreuses fois dans ce cimetière pour mieux le comprendre. C'est ainsi que j'ai été amené à faire de la recherche, de manière plus générale, sur le patrimoine que l'on trouve dans les cimetières à Taïwan. James Morris s'apprête à publier un livre en anglais sur ce cimetière dans les prochains mois, un projet de longue haleine qu'il espère voir porter ses fruits très bientôt. J'ai décidé d'observer ce qui allait se passer pour ce cimetière pendant plusieurs années. J'étais donc présent pour prendre des notes lors des manifestations et quand des familles ont essayé de faire comprendre aux autorités municipales l'importance patrimoniale de ce cimetière. J'étais aussi là quand les bulldozers sont arrivés et ont excavé les tombes pour retirer ce qui restait des corps. En 2018, je me suis dit que j'avais assez d'informations pour écrire un livre sur l'histoire de ce cimetière, sur sa destruction et le drame que cela a représenté. Selon James Morris, la lutte pour la préservation des cimetières est une tâche qui ressemble à celle de Sisyphe. Dans ce contexte, le plus important est finalement de récolter le plus de données et d'informations possibles sur les cimetières menacés. S'ils peuvent être préservés, c'est que l'on est extraordinairement chanceux. Mais s'ils sont détruits, ces informations s'avéreront d'autant plus précieuses. Une fois détruit, c'est trop tard. Si le cimetière n'a pas été documenté avant, on a tout perdu, souligne James Morris. Vous vous demandez sûrement si les autorités n'ont pas une obligation d'évaluer et de documenter ces tombes, dont certaines sont plus que centenaires. Pour plus de détails, je vous renvoie aux précédentes émissions, mais pour résumer, il y a quelques années, les tombes ont bien été intégrées à la loi sur la préservation du patrimoine, mais celle-ci comporte un gros trou dans la raquette. Elle ne prévoit pas d'amende ni de sanctions disciplinaires en cas de manquement des autorités à leurs obligations dans ce domaine. Comme disait l'anthropologue Linda Arrigo la semaine dernière, c'est une loi sur le papier. Au cimetière de Xindian, une centaine de pierres tombales sur les 5000 de l'époque de la dynastie Qing et de l'époque japonaise, les plus anciennes, ont pu être récupérées et placées sur un terrain privé de manière provisoire. L'objectif est de trouver des partenaires qui pourraient les exposer dans un lieu approprié pour les recontextualiser. En tout cas, à l'époque, les discussions avec la mairie de Nouveau Taipei ont été très difficiles.
C'est une leçon que j'ai tirée de ce qui s'est passé au cimetière numéro 1 de Xindian. Nous avons essayé à plusieurs reprises d'obtenir des concessions de la part de la mairie, mais à chaque fois, ils se focalisent sur un seul élément de notre argumentaire pour faire croire qu'au fond nous étions d'accord avec la destruction. En fin de compte, nous avons réalisé que nous aurions plutôt dû nous concentrer sur la documentation que nous devions aussi faire. C'est un équilibre délicat à trouver. Les leçons que nous avons apprises à Xindian montrent que ce qui se passe actuellement à Tainan est similaire. J'espère que les militants tireront les leçons de ce qui s'est passé à Xindian et partiront de là, sinon il se passera la même chose. L'expérience de Xindian a montré qu'il faut avoir un coup d'avance par rapport aux développeurs si l'on veut espérer accomplir quoi que ce soit. À l'époque où il a documenté le cimetière de Xindian, James Morris a bien sûr pris beaucoup de photos. Mais ces dernières années, de nouvelles technologies telles que la photogrammétrie ou le LiDAR sont devenues de plus en plus accessibles. Le LiDAR est une technologie de télédétection par laser qui mesure les distances avec précision pour cartographier un environnement en 3D. En émettant des impulsions laser et en calculant le temps de retour de la lumière, il crée des nuages de points très détaillés. James Morris a déjà testé cette technologie pour documenter les cimetières. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques modélisations sur la page internet de cette émission. Selon James Morris, cela ouvre de nouvelles perspectives. Le LiDAR permet de créer un modèle 3D. Donc si ces lieux censés être permanents sont détruits, cela donne la possibilité de continuer à y naviguer en 3 dimensions. On peut donc documenter les cimetières en prenant des notes, en dessinant des plans, en prenant des photos et des vues aériennes. Mais si l'on veut faire comprendre le paysage à quelqu'un, les photos ne suffisent pas vraiment pour se rendre bien compte des collines, des fosses, des trous. On n'y voit pas les détails et c'est difficile de comprendre l'agencement du paysage à partir de photos. Or, le LiDAR, ne serait-ce que sur 20 mètres carrés, permet de faire ressortir les détails, l'orientation et la profondeur. C'est un outil facile à utiliser, rapide et relativement bon marché. C'est un changement de paradigme dans la manière dont on peut documenter un espace. Si le cimetière est détruit, grâce au LiDAR, on pourra quand même savoir comment c'était et comprendre la manière dont il avait été construit. Toutefois, après sa présentation sur la documentation des cimetières à l'aide du LiDAR lors de la conférence internationale de Kaohsiung en novembre, Li Yanping, qui milite pour la préservation du cimetière de Nanshan à Tainan, s'est montrée sceptique. Elle pense que si les autorités savent que les chercheurs documentent les cimetières au LiDAR, cela leur donnera un prétexte de plus pour les démolir puisqu'on pourra y accéder en 3D. Je suis d'accord avec cette manière de penser, car c'est un problème auquel font face les différents groupes de préservation du patrimoine. Les autorités veulent tirer profit des contrats de développement, quoi qu'il arrive. Et c'est effectivement ce qu'elles feront valoir. En fait, à chaque fois que les défenseurs des cimetières proposent telle ou telle mesure aux autorités, elles répondent « Alors vous êtes d'accord pour que l'on détruise le cimetière à condition que l'on fasse d'abord telle ou telle mesure que vous avez proposée. » Mais en réalité, ils ne mettront pas en place ces mesures. Les autorités retiendront juste qu'il y a eu un accord tacite sur le fait que le cimetière sera détruit à terme. Donc quoi qu'il arrive, c'est une bataille perdue d'avance pour nous. Je pense que dans ces circonstances, si l'on veut sauver le patrimoine, nous devrions faire ce que la technologie du LiDAR nous permet de faire et le plus vite possible. Mais je comprends tout à fait les préoccupations de certaines personnes, car les autorités pourront dire « le cimetière a été documenté, alors on peut le détruire ». Mais c'est ce qu'elles diront, quelle que soit la technologie que nous aurons utilisée. Même si cela est vraiment regrettable, il ne sert à rien d'attendre de la ville qu'elle fasse faire une étude détaillée et de grande envergure de toutes les tombes avant la démolition, estime James Morris. Il vaut mieux que les chercheurs et les citoyens intéressés prennent leur devant et fassent ce travail de documentation, même s'il reconnaît que c'est très difficile puisque c'est un fardeau supplémentaire dans leur vie.
conservationists, preservationists, heritage activists, we all have other jobs. Les personnes qui militent pour la préservation du patrimoine ont tous un emploi à côté. Ils font ça sur leur temps libre. Tandis que les personnes qui travaillent dans le développement immobilier, c'est leur job. Ils s'y consacrent tous les jours de 9h à 17h. Nous aurions besoin d'un mouvement de solidarité au-delà des gens qui veulent préserver les cimetières, en ayant aussi le soutien de personnes qui militent pour la préservation d'autres sites. Nous pourrions alors mieux défendre la valeur du patrimoine. Cela me fait penser à ce qu'avait expliqué Li Yanping dans un précédent épisode, lorsqu'elle avait dit aux membres de l'association de préservation du patrimoine dans laquelle elle travaillait qu'elle souhaitait s'engager pour la préservation du cimetière de Nanshan. Elle a été poussée vers la sortie. En effet, pour les municipalités, la vente des terrains des cimetières représente un moyen très commode de se financer. Or, aller à l'encontre de tels projets municipaux fait prendre le risque pour des associations de perdre des subventions qu'elles reçoivent de la ville. Cela peut expliquer la situation, avec aussi le fait que la plupart des Taïwanais ne voient pas la valeur culturelle et historique des cimetières. Comme l'a souligné James Morris dans une interview à New Bloom, spontanément, les Taïwanais pensent que conserver les temples est plus important que conserver les cimetières. Or, les cimetières nous disent beaucoup sur la vie populaire à Taïwan depuis 400 ans. Une tombe peut nous apprendre des choses sur l'identité ethnique, les migrations, la généalogie, l'économie, la politique ou encore la religion. C'est la raison pour laquelle il envisage d'intituler son livre « Patrimoine populaire » car les tombes sont l'un des derniers vestiges de la culture populaire locale. James Morris rappelle que le Musée national du Palais à Taipei est considéré comme le musée de référence sur l'histoire chinoise. Les objets exposés, la collection personnelle de l'empereur, ont été retirés de la cité interdite de Pékin dans les années 1940 et transférés à Taïwan pour y être mis en sécurité pendant la guerre civile. C'est un magnifique musée, reconnaît-il, mais il ne faut pas oublier, selon lui, que les informations contenues dans un seul cimetière peuvent vous en apprendre davantage sur le patrimoine local de Taïwan que le Musée national du Palais. Ce patrimoine-là, dans les cimetières, est ancré dans la réalité locale et pourtant, il est en même temps un patrimoine qui appartient à l'humanité dans son ensemble. La situation à Nanshan me semble quand même un peu meilleure que celle du cimetière numéro 1 de Xindian à l'époque. Les développeurs étaient sur la défensive il y a quelques mois, mais il faut rester attentif aux ruses qu'ils pourraient utiliser. À Xindian, nous avons été mis à l'écart lors de certaines auditions publiques par des participants qui disaient être des riverains et qui nous criaient dessus. Ça fait perdre les pédales à certains militants pro-préservation qui n'ont pas pu s'empêcher de sortir de leur gonds. Or, nous n'avions que 3 minutes pour nous exprimer. Le soir, en faisant des recherches, nous avions retrouvé ces personnes qui travaillaient en fait pour des agences immobilières à Xindian. Ce n'étaient pas des riverains. Nous, on présentait nos arguments en toute honnêteté et on pensait que chacun autour de la table serait honnête, mais cela n'a pas été le cas. Je crains que de telles déstabilisations puissent arriver à Nanshan aussi. Je suis pessimiste parce que j'ai vu ce qui s'est passé, les tactiques qu'ils ont utilisées. En même temps, je suis optimiste parce que la ville de Tainan semble mieux comprendre l'importance du patrimoine. Le plus difficile, ce sont les développeurs. À Tainan, il y avait d'ailleurs un groupe de chefs de quartier de tous les partis politiques qui a débarqué pendant une audition publique avec des banderoles pro-développement. Je pense que les gens devraient leur demander du tac au tac « Où est-ce que vos ancêtres sont enterrés ? Dans ce cimetière ? Oui ou non ?» Je crois qu'ils n'oseront pas répondre, mais j'espère que quelqu'un leur posera la question. À Xindian, rappelle James Morris, la plupart de ceux qui souhaitaient la disparition du cimetière n'y avaient aucun ancêtre enterré car ils se sont installés à Xindian il y a 20 ou 30 ans. En revanche, les habitants dont les ancêtres y sont enterrés ne souhaitaient pas que la ville touche à leur tombe.
Pour James Morris, le problème ne vient pas des fonctionnaires en tant qu'individus, mais du système qui permet aux intérêts privés très puissants du secteur de l'immobilier d'avoir une emprise sur les municipalités. You know, I've had great experience working with people who are in the local governments. J'ai eu de très bonnes expériences de travail avec des agents de différentes mairies. Je ne leur jette pas la pierre, ils essayent juste de faire leur travail. Mais dans la structure, dans l'organisation, il y a comme un fantôme de la terreur blanche qui plane encore dans les gouvernements locaux et de nombreuses décisions sont encore prises en toute opacité. Everything is done in a black box manner. Comme le disait le chercheur Grégoire Ramé, qui mène actuellement une recherche de terrain à Taïwan sur l'extraction du sable et que j'avais interviewé, pour mettre fin à l'influence des promoteurs immobiliers sur les collectivités locales, il faudrait que les municipalités réussissent à trouver d'autres manières de se financer. Peut-être les usines de semi-conducteurs ? Malheureusement, pour les construire, il faut aussi des terrains et les terrains sont rares à Taïwan. Raison de plus pour convoiter les cimetières qui n'intéressent pas beaucoup les Taïwanais et dont les riverains espèrent souvent se débarrasser pour faire monter la valeur de leurs biens immobiliers. James Morris voit quand même une lueur d'espoir dans la jeunesse. Il me semble que les nouvelles générations de Taïwanais s'intéressent plus au patrimoine et aux manières de vivre du passé que leurs parents, qui sont des baby-boomers ayant grandi avec le développement économique de Taïwan. Aujourd'hui, Taïwan est une société post-industrielle et les jeunes retrouvent un certain intérêt pour l'histoire. Mais c'est une course contre la montre, ils voudraient préserver le patrimoine mais ils ne sont pas encore dans une situation qui leur permettrait de le faire. Je comprends l'importance de l'économie, mais l'addiction aux gains immobiliers, quoique très tentante, n'est pas soutenable sur le long terme. Une question que j'ai aussi pu aborder avec différents interlocuteurs à travers mes interviews ou reportages précédents, c'est le dilemme qui se pose lorsque l'on décide d'inscrire un site au patrimoine. Faut-il le laisser tel quel et opter pour une sorte de muséification ou faut-il rendre l'endroit vivant afin d'attirer des visiteurs ? S'ils sont reconnus comme patrimoine, les sites historiques ont tendance à devenir des parcs d'attractions et à perdre le contexte dans lequel ils se trouvaient et qui a fait qu'ils ont été reconnus comme patrimoine. Parce qu'ils deviennent des sites touristiques. Pour faire venir les touristes, les familles, il faut bâtir des infrastructures. Et du coup, ça devient autre chose qui devient aussi une partie de ce patrimoine finalement. C'est très paradoxal au final. La question que je me pose est... Devenir un site touristique, est-ce un processus naturel ou pas vraiment ? En fait, cette réflexion m'avait mené à une idée que j'aurais bien voulu essayer, mais je ne l'ai pas encore faite. Par exemple, si quelqu'un mettait une cabine à l'une des entrées du cimetière de Nanshan et qu'il demandait 100 $ taïwanais pour entrer et inviterait 20 amis à faire la queue, est-ce que cela pourrait attirer d'autres personnes ? Le cimetière pourrait peut-être même financer son entretien comme ça. Bien sûr, il faudrait faire quelques changements, par exemple installer des toilettes, mais il me semble que transformer un lieu en une attraction touristique, c'est naturel, rapide et facile. Et peut-être pas les cimetières, car les Taïwanais ont peur des fantômes. Honnêtement, je pense que si l'on demandait de payer à l'entrée, ça changerait la perspective. Mais personne ne prendrait cette idée au sérieux. Quoique, ça pourrait peut-être marcher. Pour pouvoir mettre en valeur les cimetières en tant que patrimoine, il faut bien sûr tout d'abord les protéger. Ensuite, il faut consacrer un budget conséquent à leur préservation et à leur aménagement. Et là se pose une autre question, les cimetières sont aussi des havres de biodiversité près des villes. Un point que Li Yanping n'a de cesse de rappeler. Mais si les cimetières attirent trop de monde, cela va forcément avoir un impact sur la faune et la flore. C'est difficile d'en faire un site patrimonial sans y consacrer des ressources financières conséquentes. Or, cela changerait forcément le site, donc la plupart des gens préfèrent simplement ne pas y penser et ils seraient contents si le cimetière était remplacé par un centre commercial par exemple. Car à leurs yeux, c'est plus utile qu'un cimetière. On peut essayer de faire prendre conscience des enjeux, mais c'est un grand défi. Peut-être qu'il faudra attendre que l'économie taïwanaise trouve de nouveaux relais de croissance. Depuis les années 70, ce sont les usines et l'immobilier.
Un jour, le paradigme pourrait changer, car Taïwan devient une société post-industrielle. La seule chose que je peux faire à mon niveau, c'est partager mon expérience à Xindian. Les personnes qui luttent pour la préservation à Nanshan peuvent s'en inspirer pour en tirer des leçons qu'ils peuvent, à leur tour, mettre en œuvre. into action at Nanshan in the right way. Espérons en effet que les leçons pourront être tirées de cette expérience amère de la démolition du cimetière de Xindian pour les autres cimetières menacés, notamment celui de Nanshan à Tainan. Nous terminons cet épisode avec une note un peu positive quand même. You need to have an educational effort, and there are a lot of education. Cela demande des efforts d'éducation, et il y en a. Et cela nécessite aussi de donner les rênes à la nouvelle génération. Les jeunes ont peut-être des idées, la génération qui est aux commandes actuellement est juste intéressée par gagner de l'argent. Les différentes générations ont tendance à avoir des points de vue différents. Je pense qu'on peut faire des choses intéressantes. Par exemple, explorer le cimetière en réalité augmentée avec un téléphone portable. Ça serait amusant et en plus, cela permettrait aux gens de découvrir le cimetière sous d'autres angles. Le problème, c'est que si l'on marche dans un cimetière à Taïwan scotché à son téléphone, on risque de tomber dans un trou. Donc c'est un grand défi. Going to fall into all of the holes and pits. So it is a big challenge. Nous allons continuer à suivre la situation à Nanshan et y consacrer encore plusieurs épisodes, notamment sur le projet de référendum local, sur la biodiversité qu'il y a dans ce cimetière et sur son quartier chrétien. Mais avant cela, je reprendrai la série sur la diversité de l'agriculture taïwanaise en partant du plus basique, le sol. Et oui, nous le piétinons chaque jour sans nous en rendre compte. C'est de la terre que nous venons et c'est là que nous finirons. Clin d'œil au cimetière. La diversité des sols à Taïwan et les liens avec l'agriculture. Voici un autre sujet passionnant. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain.